Olive Walker. Vers 18h45 le soir du 15 mai, 1970, Olive Walker, 18 ans, a quitté sa maison située sur Leslie Street, dans la ville de Rotorua, en Nouvelle-Zélande. Elle prévoyait de rendre visite à sa sœur pour garder ses enfants ce soir-là, et bien qu'elle était censée le faire, et se diriger vers Malfroy Road. Elle n'a pas été vue pour la dernière fois à ce qui était alors le théâtre Odeon sur Pukaki Street à 19h50. La sœur d'Olive, Mary, attendait que sa cadette arrive, mais elle ne l'a jamais fait. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle a appris qu'un corps avait été découvert. À 23h30, la nuit précédente, un groupe d'adolescents avait découvert le corps d'Olive. Elle avait été battue, agressée sexuellement et abandonnée au bord de la route. L'heure estimée du meurtre était vers 21h, et les enquêteurs pensent que la jeune fille de 18 ans a été prise en charge par quelqu'un qui l'a attaquée avant de laisser son corps près de l'autoroute. Cependant, le meurtre horrible d'Olive n'a jamais été résolu, bien qu'il y ait eu plusieurs suspects au fil des ans, la police ayant examiné jusqu'à 100 suspects potentiels. En 2007, la police a confirmé qu'un de ces suspects était un délinquant sexuel qui était alors derrière les barreaux. Son nom est apparu dans l'enquête, après que les détectives ont travaillé avec le médium australien Dan Weber pour produire un portrait robot du suspect. Et après avoir examiné son passé et son casier judiciaire, ils ont jugé possible que l'homme ait été responsable du viol et du meurtre d'Olive. Bien que les enquêteurs aient prévu d'essayer de lier le suspect à l'affaire par le biais de l'acide désoxyribonucléique, ils ont noté qu'un manque de temps et de ressources entravait l'affaire. Un article plus récent du New Zealand Herald en 2018 a noté que ce suspect était maintenant sorti de prison et résidait toujours dans la région de Rotorua. Les autorités ont déclaré qu'il n'y avait pas de plan immédiat pour l'interroger sans information substantielle à lui présenter. À ce jour, on ignore toujours qui est cet homme et s'il est responsable du crime. Et bien qu'en 2018, les enquêteurs cherchaient des preuves médico-légales pour faire avancer l'affaire, elle est restée au point mort. Il n'y a eu aucun progrès dans l'affaire d'Olive ces dernières années, et malheureusement, il ne semble pas y avoir beaucoup d'informations sur l'enquête initiale en ligne. Olive était décrite comme une fille timide avec peu d'amis, et n'était que l'une des 11 frères et sœurs. Son père est décédé en 1982 à l'âge de 76 ans. Sa sœur aînée, Mary, a attribué sa mort au meurtre d'Olive, notant qu'il n'a jamais été le même après qu'elle a été tuée. Elle a déclaré « La pression et le stress, c'est cela qui l'a tuée ». Mary a ajouté qu'elle n'est pas tout à fait sûre de vouloir savoir ce qui s'est passé la nuit où sa sœur a été tuée, en raison de la douleur que cela causerait de tout remuer à nouveau. Elle a dit au New Zealand Herald en 2005 « Cela ne me fait pas me sentir bien que personne n'ait été attrapé pour cela. Mais si cela arrive, cela arrive. Je suis sûr que tout le monde aimerait voir la justice rendue, mais cela fait 35 ans. » Le cas d'Olive reste non résolu. Si vous avez des informations sur son meurtre, vous pouvez contacter Crime Stoppers au 0800555111 ou appeler le commissariat de police de Rotorua au 07 348 0099 Cheyenne Vasquez. Le 8 avril 2002, le corps de Cheyenne Vasquez, 14 ans, a été découvert partiellement immergé dans un étang de drainage à Boise, Idaho. Elle avait disparu en janvier de cette année-là. Cheyenne a été vue pour la dernière fois vivante le 16 janvier vers 21h lorsqu'elle a été aperçue dans une épicerie au coin des rues Maple Grove et Overland, à Boise. Apparemment, un homme nommé Ramiro Granado l'avait déposée là à cette heure, la laissant rentrer chez elle par ses propres moyens. Selon les articles de presse, Cheyenne gardait les enfants de Granado, un ami de la famille dans la trentaine, depuis qu'elle avait 13 ans, mais la situation n'était pas idéale pour elle, car Granado aurait apparemment abreuvé Cheyenne d'alcool et se serait comporté de manière inappropriée envers elle. Malgré l'absence de retour de Cheyenne à la maison la nuit du 16 janvier, elle n'a été signalée disparue que 3 semaines plus tard, début février. Sa grand-mère a affirmé qu'elle n'avait pas signalé la disparition de la jeune fille de 14 ans parce qu'elle pensait qu'elle était soit chez une amie, soit qu'elle était allée voir sa mère, qui résidait à l'époque dans la ville de Nampa, dans l'Idaho. Cependant, lorsqu'elle a finalement été déclarée disparue, il semblait que les forces de l'ordre n'étaient pas intéressées à poursuivre Leeds. Elle a été considérée comme une fugueuse, et l'enquête sur sa disparition était pratiquement inexistante.
Le 8 avril, des employés d'une entreprise de jardinage travaillant au parc d'affaires Eagle, dans la zone où elle a été vue pour la dernière fois, ont découvert le corps de Cheyenne. Elle a été identifiée quelques jours après avoir été trouvée. Bien qu'elle ait été là depuis janvier, son corps n'avait pas été remarqué en raison de la végétation car la zone n'était pas entretenue pendant l'hiver. Elle ne portait qu'un soutien-gorge et une paire de jeans non zippés qui avaient été baissés autour de ses hanches. Bien que de nombreux rapports indiquent que la cause du décès n'a pas pu être trouvée en raison de l'état du corps, Cheyenne a été décrite comme étant gonflée et contusionnée autour de la bouche et d'un œil, amenant les enquêteurs à traiter sa mort comme suspecte, et elle avait un taux d'alcoolémie de 0,11. Sur les lieux, un autre vêtement a été récupéré, un sweatshirt qui a rapidement été déterminé comme appartenant à Ramiro Granado. Peu de temps après, il est devenu le suspect numéro 1 des enquêteurs. En 2003, Granado a admis qu'il avait violé Cheyenne plus tôt le jour où elle a disparu lorsque les autorités ont trouvé des preuves d'acide désoxyribonucléique dans son camion. Il a également avoué lui avoir donné de l'alcool. Cependant, il a nié être impliqué dans le meurtre. Il a été inculpé et condamné pour conduite obscène envers un mineur. Et lors de sa condamnation, le juge a décidé qu'il devrait purger au moins 8 ans avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. Ils ont également noté que Granado avait profité de Cheyenne et de sa vie familiale instable, utilisant la tristesse de sa vie pour entretenir une relation inappropriée avec elle. Son avocat de la défense a quant à lui soutenu que Granado, père de 5 enfants, était simplement un homme de famille qui s'était mis dans un sacré pétrin. Granado a tenté à plusieurs reprises de réduire sa peine, sans succès. En 2014, sa demande de libération conditionnelle a une fois de plus été refusée et il a été décidé qu'il n'aurait plus le droit à un appel automatique pour une libération conditionnelle tous les 2 ans. 19 parents et amis ont envoyé des lettres à la commission des libérations conditionnelles avant qu'une décision ne soit prise, chacun détaillant comment Cheyenne était vulnérable et comment Granado a profité de cette vulnérabilité. 9 membres de sa famille ont assisté à l'audience. Sa tante Rachel a déclaré « Elle nous manque tous les jours. Nous avons tellement de questions, mais si peu de réponses. » Le cas de Cheyenne est toujours non résolu. Si vous avez des informations sur son cas, vous pouvez appeler Crime Stoppers au 208 343 2677 Kelly Cook. Le 22 avril 1981, vers 8h20, Kelly Cook, 15 ans, se préparait pour l'école lorsque ses rituels matinaux ont été interrompus par un coup de téléphone. Kelly, résidente de Standard, Alberta, Canada, était l'aînée de 3 enfants, une élève populaire et douée sur le plan académique, et bien connue dans la région comme une babysitter fiable, donc quand l'appelant ce matin-là lui a proposé un travail de babysitter, elle n'a pas immédiatement dit non. Le problème avec l'appel téléphonique était que l'homme, à l'autre bout de la ligne, n'était pas quelqu'un pour qui Kelly avait déjà fait du babysitting, ni même quelqu'un qu'elle avait déjà rencontré. Bill Christensen, comme il se nommait, prétendait qu'il avait besoin d'elle pour faire du babysitting entre 20h30 et minuit cette nuit-là. Il a noté qu'il avait reçu son numéro d'une autre babysitter, qui avait refusé le travail parce qu'elle était occupée, et il avait demandé si elle pouvait recommander d'autres babysitters. Compréhensiblement, la famille de Kelly était préoccupée par le travail et lui a conseillé de ne pas l'accepter immédiatement car il ne savait pas qui était Bill Christensen. Sa mère a proposé qu'elle se renseigne à l'école pour savoir si quelqu'un connaissait cet homme ou avait déjà été sa babysitter. Si on le connaissait, elle accepterait le travail, sinon elle refuserait. Kelly a accepté cette idée et s'est rendue à l'école avec ce plan en tête. Toutefois, un autre problème a surgi rapidement. Le courant nom de famille Christensen à Standard a mené à des informations contradictoires pour le jeune de 15 ans. Certaines personnes avaient entendu parler de lui et n'avaient rien entendu de mauvais, mais malgré tout, il était difficile de dire si cet homme était le même homme. Malgré l'incertitude de la situation, Kelly semblait être rassurée par ses pairs. Réponse, et donc elle a fait savoir à sa mère que les gens à l'école le connaissaient. Sa mère lui a par la suite permis d'accepter le travail. Cette nuit-là, à 23h30, une voiture s'est arrêtée devant la maison de Kelly. Elle a dit au revoir à ses parents et à ses frères et sœurs avant de quitter la propriété et de monter du côté passager du véhicule. Elle a promis à sa mère qu'elle appellerait dès qu'elle serait arrivée en toute sécurité chez Bill, mais cet appel n'est jamais venu. Les heures passaient et les parents de Kelly devenaient de plus en plus inquiets. À 0h30, ils ont contacté la police pour expliquer la situation et signaler la disparition de leur enfant.
La police a rapidement commencé à chercher Kelly de manière intensive. Les véhicules ont été arrêtés, les occupants interrogés, les bois, les fossés, les granges et les champs ont tous été fouillés et des officiers ont été envoyés pour vérifier les lieux de prédilection de Kelly, mais il n'y avait aucune trace de l'adolescente de 15 ans. Les jours ont cédé la place aux semaines et les semaines se sont transformées en mois. Personne n'a vu Kelly, personne n'a eu de ses nouvelles, personne ne savait si elle était vivante ou morte. Ce n'est que le 28 juin, un peu plus de 2 mois plus tard, que la famille Cook et la ville de Standard ont reçu une réponse. Ce jour-là, un groupe d'adolescents explorait la campagne quand, près du lac Chin, un réservoir à environ 2h30 de la maison de Kelly, ils ont découvert un corps sur le rivage. Une fille était allongée face contre terre, entièrement vêtue, liée par des cordes et alourdie par des blocs de cendres. Les enquêteurs ont utilisé des données dentaires pour l'identifier en raison de la décomposition avancée du corps. Il s'agissait de Kelly Cook, âgée de 15 ans, disparue depuis le 22 avril. Les rapports indiquaient qu'il n'y avait pas eu d'agression sexuelle et qu'elle était morte par asphyxie. Peu de temps après la découverte du corps de Kelly, les forces de l'ordre ont déterminé que ce meurtre avait été planifié plusieurs mois avant sa réalisation. Ce n'était pas un crime commis sur un coup de tête et avait été soigneusement planifié. Le seul suspect dans cette affaire était Bill Christensen, l'homme qui a appelé Kelly et est venu la chercher la nuit de sa disparition. Il est décrit par la famille de Kelly comme ayant entre 30 et 45 ans, pesant environ 82 kg et mesurant environ 1,78 mètres. Il avait la peau bronzée et marquée par le temps, des cheveux courts et foncés, un nez avec une grande arête et un visage rond. La famille a ajouté qu'il avait un air peu attirant. Notamment, lorsque cette description du meurtrier de Kelly a été diffusée, un propriétaire de station-service locale a contacté les enquêteurs pour leur faire savoir qu'une personne d'apparence similaire était entrée dans son magasin le jour de la disparition de Kelly et avait demandé à utiliser son téléphone. L'homme, selon le propriétaire, mesurait environ 5 pieds 9 avec des cheveux noirs bouclés et une peau bronzée. Il aurait eu une attitude désagréable et composé un numéro local. Le propriétaire de la station-service a écouté l'appel, qui concernait du babysitting. Cependant, cet homme n'a jamais été identifié et interrogé. Il n'est toujours pas clair s'il est le même homme qui a récupéré Kelly la nuit de sa disparition. De manière inquiétante, un rapport affirme que peu de temps après la mort de Kelly, alors que son corps se trouvait dans une maison funéraire à Calgary le 2 juillet, un homme non identifié a exigé de voir son corps, prétendant connaître la famille. Cependant, il s'est vu refuser l'accès et a finalement quitté les lieux. Les détectives ont souligné que la localisation du corps de Kelly à ce moment n'était pas connue du public. On ne sait pas comment il savait qu'elle était là. On ne sait pas non plus qui était cet homme, mais les forces de l'ordre pensent qu'il pourrait être le meurtrier de Kelly. Au cours de l'enquête, plus de 2000 suspects possibles ont été examinés par la police, et bien que l'affaire reste active, la famille de Kelly n'a toujours pas de réponse. Sa sœur cadette, Marnie, a dit à Global News « C'est simplement la vie maintenant. C'est simplement ce à quoi nous avons dû nous habituer. Il n'y a ni acceptation ni clôture, si vous préférez ce terme. » Elle a ajouté qu'après tant de temps sans savoir, l'idée d'avoir enfin des réponses est tout aussi terrifiante que de ne jamais en avoir du tout. Si tout changeait demain et que nous avions ces réponses, je ne sais pas si nous sommes prêts pour cela. La justice rend cette personne responsable, mais elle ne la ramène pas à la maison. Ça ne change rien. De manière glaçante, la police pense qu'au fil des années, ils ont probablement rencontré et parlé au moins une fois avec le meurtrier de Kelly, mais ils ne sont pas plus près de l'identifier aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 1981. Une récompense de 100 000 $ est offerte par le village de Standard pour toute information menant à l'arrestation et à la condamnation du meurtrier de Kelly. Si vous avez des informations sur l'affaire de Kelly, vous pouvez contacter la branche des crimes graves, Sud Airdrie, au 4034 2004 900 ou alternativement, vous pouvez appeler Crime Stoppers au 18 002 228 477 et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez alerte, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.